BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous. Crise sociale, crise démocratique, crise politique. La France, en tous les cas, est secouée par cette réforme des retraites. Et l'enjeu des prochaines heures s'annonce très important, voire crucial. Le président Macron va donc faire une déclaration solennelle. C'est la première depuis juin 2022, au lendemain de son élection présidentielle. Pierre Ferracci, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Alpha. Nicolas Bouzou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes le patron du cabinet ACRS. Ça veut dire, ça tombe bien, Pierre Ferracci, vous soyez à ma gauche, je précise, pour ceux qui nous regardent à la télévision, à ma gauche. Vous êtes plutôt à gauche. Vous avez été du reste au congrès de la CGT. Vous connaissez bien Sophie Binet. Vous nous direz un peu dans quelle humeur vous la trouvez, comment vous êtes, parce que vous conseillez beaucoup d'entreprises. Et puis, face à vous, l'économiste par essence libérale, Nicolas Bouzou, donc qui est à ma droite, évidemment. Crise sociale, crise démocratique, crise politique. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est dans ces trois crises-là? Qui répond le premier, Pierre Ferracci. Oui, moi je crois qu'il y a une dimension sociale, une dimension politique et je dirais même une dimension constitutionnelle, même si je respecte beaucoup le Conseil constitutionnel. Il a jugé en droit, c'est ce qu'on dit. Moi je retiens d'abord, j'ai toujours en tête les propos de Robert Badinter, qui a été lui-même président du Conseil il y a quelques années, et qui disait « Toute loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais toute loi mauvaise n'est pas nécessairement anticonstitutionnelle. » Et on est au cœur du débat, parce que moi je ne vais pas me lancer dans... Non, on ne va pas forcément tout refaire ici, parce que c'est pas l'enjeu. On a un vrai problème de démocratie, à mon avis. On a un vrai problème de démocratie. Laurent Berger, par exemple, a eu raison de le mettre en évidence, parce que même le Conseil constitutionnel, s'il a validé le projet, a constaté que de façon assez inhabituelle, on avait accumulé des petits dérapages sur l'utilisation de la loi. Donc aujourd'hui, il faut réparer tout ça, et je pense que réparer ce déficit démocratique, c'est le réparer au niveau de la société, mais aussi au niveau des entreprises. Ouais. Et peut-être que le patronat, d'ailleurs, a un rôle à jouer pour qu'on sorte. C'est pas le président de la République ce soir qui en sortira tout seul. Je suis pas sûr que sa voix sera bien entendue ce soir. Certains disent qu'il fallait qu'il parle vite. Moi, je pense qu'un peu de recul aurait été nécessaire. Il a créé les conditions pour ne pas voir les syndicats, en promulguant très rapidement et dans On va revenir là-dessus, bien sûr. Oui. Et donc, il y a un déficit démocratique qu'il faut traiter à tous les niveaux de la société, parce que le peuple a envie de se faire entendre dans les entreprises, dans la société, et être un peu plus partie prenante des grandes décisions qui sont prises en son nom. Nicolas Bouzou, votre analyse, est-ce que vous partagez celle de Pierre Ferracci? J'imagine pas complètement. Pas complètement. Crise démocratique, oui. Crise sociale, je pense qu'on peut en discuter. Au fond, ça fait 20 ans que je suis dans le débat public, donc j'ai vu déjà en France pas mal de réformes des retraites. Et en fait, les réformes des retraites génèrent toujours des crises d'hystérie politique et dans la rue. J'ai pas l'impression que celle-ci soit fondamentalement différente des autres. Quand on regarde le nombre de personnes qui étaient dans la rue, il y avait énormément de monde lors des journées de mobilisation, mais on était entre 700 000 personnes, 1,5 million de personnes. Donc c'est ce qu'on voyait en réalité lors des réformes des retraites précédentes. On dit cette réforme a été mal préparée. Je suis le premier à dire que cette réforme a été mal préparée. Bon, mais c'est un peu vrai de toutes les réformes en France. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas progresser. Mais enfin, c'était vrai des réformes précédentes. Donc voilà. Lorsque vous dites qu'il y a un côté un peu circulaire, il n'y a rien à voir, non? Je me trompe? Oui, non, mais moi je pense que... Alors, écoutez, je peux faire un pronostic. Je pense que dans 2 ou 3 mois, on sera passé à autre chose et on sera passé à une autre crise d'hystérie. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un peu... Voilà, la France, c'est pas le Danemark, c'est pas la Suisse, c'est pas l'Autriche, c'est un pays qui réagit comme ça. En revanche, je pense que aujourd'hui, on paye cash le fait de ne pas avoir eu de débat, de vrais débats, au moment de l'élection présidentielle, mais plus encore au moment des élections législatives. Souvenez-vous quand même, ce no man's land politique entre la présidentielle et les législatives, c'est sûr, no man's land, non mais qui a duré assez longtemps, j'ai plus le nombre de semaines exactes en tête, mais c'était de longues semaines. On n'a parlé de rien. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que l'on est en train de payer dans la rue, parce que ça crée du ressentiment sur une situation en France qui, et je pourrais développer, mais une situation de crise démocratique qui va très au-delà de la question des retraites. Mais Nicolas, là où je vous rejoins, c'est que le fait qu'il n'y ait pas eu de débat, notamment entre la présidentielle et la législative, fait que la crise politique est réelle aujourd'hui, parce que le président et sa majorité relative, disent c'était dans le programme. Le seul problème, c'est que les législatifs
ont quand même nuancé un petit peu le point qui était donné au président de la République. Et ça, on l'oublie. Sur le plan social, ce que vous oubliez, bien sûr qu'il y a toujours eu un ramdam sur la question des retraites, souvent légitime, parfois excessif peut-être, sauf qu'aujourd'hui, il y a une inflation galopante. Oui, il y a en plus une crise économique, évidemment. Voilà, il y a une crise économique. Il y a une transition écologique dont on sait qu'elle est absolument nécessaire, mais dont on sait qu'elle va coûter cher et qu'elle va bousculer beaucoup d'emplois, en créer, mais aussi en supprimer certains. Donc il y a un contexte social qui explique aussi que l'opinion publique, ça c'est la différence avec les précédentes réformes, n'a jamais été aussi massivement auprès des syndicats, qui par ailleurs n'ont jamais été aussi ensemble et unis que cette année. L'opinion publique est massivement encore aujourd'hui 69%. Voilà. Et ça 69%. Oui, bien sûr, Nicolas. Et après, non, mais parce que on va progresser parce qu'il y a plein de questions à vous poser, évidemment. Je suis très sensible à ce que dit Pierre Ferracci. Au fond, moi, mon idée, c'est de dire... il fallait on va pas y revenir, mais il fallait qu'on fasse cette réforme des retraites. Je la soutiens depuis le début. Voilà. Mais en revanche, on peut pas dire d'un côté aux gens travailler plus parce que c'est bon pour le pays, et de l'autre leur dire désolé, le travail paie pas. Et alors vous travaillez beaucoup, vous allez travailler plus longtemps, mais vous pouvez pas vous payer un restaurant à la fin du mois, ou vous pouvez pas partir en vacances. Ça, c'est pas possible. C'est ce qu'on dit. Attendez, mais là je crois que les entreprises qui le peuvent, et c'est moi qui vous le dis, sur une chaîne qui est très écoutée par les entreprises, je pense que les entreprises ont une responsabilité. C'est-à-dire que les entreprises qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent, et il y en a beaucoup, parce que les profits sont relativement élevés dans notre pays, et il y a des secteurs dans lesquels les profits sont très élevés, ces entreprises-là ont un devoir d'augmenter fortement les rémunérations. Parce que il faut choisir son camp. Soit on veut un pays où la colonne vertébrale, ça reste le travail, mais dans ce cas-là, il faut que les gens qui bossent, ils puissent vivre bien, et même très bien. Pierre Ferracci boit du petit lait, Nicolas. Il est vous, le libéral, mais bien sûr, un partage de la valeur un peu plus équilibré. Mais complètement. Et je pense en plus que, je ne sais pas si le gouvernement peut faire grand-chose. Je sais qu'il va y avoir une loi de travail, mais je pense que tout ne doit pas passer par la loi. En revanche, je pense que pour les partenaires sociaux, il y a un excellent sujet. Et notamment pour le patronat, que j'aimerais voir, que j'ai trouvé un peu silencieux quand même pendant... Ah oui, mais il était pour la réforme des retraites, donc moi j'ai reçu Geoffroy Roux de Bézieux il y a quelques jours. J'ai trouvé que justement, en matière de défense et de pédagogie de la réforme, j'ai trouvé que le patronat était pas suffisamment présent. En plus au MEDEF. Et là, moi j'aimerais que le patronat, sur la question des rémunérations, soit un petit peu plus volontariste. Ce qui explique la gêne du patronat, c'est non seulement qu'il était pour la réforme et qu'il avait un peu de mal à le dire, il y a une campagne quand même. Il se sentait peut-être un peu responsable du fait que c'est un des problèmes de préparation de la retraite, que sur le travail des seniors, on n'a pas fait grand-chose dans les entreprises depuis quelques années. Éric Trappier, le président de l'UMM et le président de Dassault Aviation, vient de dire qu'il fallait travailler à les questions. Il est temps. Il est temps parce que c'est pas simplement à partir de 60 ans que se pose le problème de seniors, il se pose dès 55 ans. On a un taux d'emploi des seniors, et des jeunes d'ailleurs, mais qui est beaucoup plus faible que dans l'ensemble de l'Europe. À propos des syndicats, il y a le 1er mai unitaire, donc ça c'est un point important. Vous qui connaissez très bien les syndicats, Pierre Ferracci, est-ce que vous disiez, il a fait preuve vraiment de brutalité, il n'y a même pas de délai de décence, pour reprendre l'expression de Laurent Berger ce matin chez nos confrères de France 2, où c'est normal qu'il ait promulgué la loi, enfin je veux dire, il l'a promulgué après, il n'allait pas attendre, non Non, mais on voit bien qu'il a promulgué il a fait exprès d'être brutal. Pour couper aussi les pattes à la deuxième tentative de faire un référendum d'initiative partagée, puisque apparemment il faut attendre un an après la promulgation d'une loi. Mais je crois que c'est une erreur, parce qu'il a refusé de recevoir les syndicats avant que le projet de loi soit soumis au Conseil constitutionnel. Et quand il a proposé de le faire après, le fait de promulguer la loi immédiatement amenait fort logiquement... Il y a des échéances financières aussi qui doivent compter. On y reviendra. Parce qu'on est dans un schéma qui est pour moi un vrai problème constitutionnel, où le président est quasiment devenu Premier ministre aujourd'hui. Les Premiers ministres, quelle que soit leur qualité, sont des directeurs de cabinet. Et le fait que le référendum ne soit plus pratiqué depuis 2005, on sait dans quelles conditions on a arrêté la pratique référendaire à ce moment-là, est aussi un vrai problème. Donc à partir de là, il aurait pu écouter les syndicats avant que le Conseil prenne sa décision, et il aurait pu les écouter pour les entendre avant de promulguer, puisque les syndicats unanimes demandaient de renoncer à la promulgation. Alors on savait très bien que c'était pas possible. C'était pas possible. C'était Non, il faut jamais dire c'est pas possible. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui et qui ne s'en sont pas portés plus mal. Juste un petit point. Il y a un problème d'ego c'est une guerre d'ego entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Moi je situe pas ça sur ce terrain-là. Je pense qu'il y a un vrai problème. Je pense que c'est aussi un peu sur ce terrain-là. Il y a un vrai problème dans le regard que porte le président de la République sur la démocratie
démocratie sociale et sur la place des syndicats dans la société française. Pas seulement les syndicats, d'ailleurs les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires. Et ça, c'est un vrai problème et c'est peut-être ce que les Français lui reprochent aujourd'hui. Je ne sais pas quelle réponse il va y apporter ce soir. Nicolas Bouzou, pour vous, je ne parle pas sur la guerre d'ego, c'est juste... non, est-ce que il a fait preuve de brutalité, mais un peu de facto même en disant « je les reçois mardi, donc demain, il n'y a que le patronat du reste qui va y aller ». Oui, mais ça c'est le style depuis 6 ans. C'est-à-dire que le président de la République, de toute façon, a toujours considéré les corps intermédiaires, pas seulement d'ailleurs les syndicats, hein, mais les collectivités locales par exemple, c'est un peu la même chose. Il a toujours considéré qu'au fond, c'était... un peu des facteurs de ralentisseurs et des facteurs d'inefficacité dans le pays et qu'il fallait passer outre. J'ai beaucoup soutenu le président de la République, mais j'ai jamais été d'accord avec ça parce que je suis un libéral, mais dans la tradition tocquevillienne, c'est-à-dire que je considère qu'il faut quand même que la société civile, elle ait des espaces et que les partenaires sociaux sont capables de faire des choses bien. Je prends 2 exemples très rapidement. Régime des retraites complémentaires, les partenaires sociaux, ils sont très ambitieux, parfois plus que l'État d'ailleurs, et très responsables. Et l'accord sur le partage de la valeur, que Pierre Ferracci connaît par cœur, qui a été signé par tous les partenaires sociaux, sauf la CGT, mais enfin fin février, au pire de la crise, par le patronat aussi, et qui est un accord que je trouve assez ambitieux et intelligent, comme vous dites, et bien pour que dans les PME, qui se portent bien, les salariés puissent avoir de l'intéressement, voire de la participation. Donc les partenaires sociaux sont capables de faire des choses qui sont bien. Ouais. La question qu'on peut se poser, est-ce que maintenant le monde du travail est contre Emmanuel Macron ? Non, mais alors là, par contre, c'est là où je disais que, pardonnez-moi de faire le vieux sage, bien que je ne sois pas encore très âgé. Dans les seniors, oui. Non, mais enfin bon. Moi, j'assume, sans problème. Mais je pense que les choses évoluent vite. Et mon idée, c'est qu'on sera passé à autre chose dans 2 ou 3 mois et que les postures peuvent évoluer. La loi travail, je ne sais pas si le président va en parler ce soir, mais la loi travail, c'est pas mal parce qu'il y a quand même des sujets qui sont très intéressants. Attends, c'est pas sexy, la loi travail, pardonnez-moi. Non, mais je veux dire, tout dépend si ce soir il arrive. Rien dedans, j'en sais rien. Ouais. Mais les problèmes des seniors qu'on n'a pas véritablement traités, d'autant plus pas avec ça que vous allez renouer les constitutionnel l'a enlevé de la loi. Donc voilà. Donc tout ce qui a été retiré de la loi, qui était intéressant, comment on incite les entreprises à recruter et à garder les seniors, question de la santé au travail, ça c'est très pouvoir d'achat, santé et écologie, c'est les 3 priorités des Français. La valeur, voilà, tout ça, ça peut faire partie de la loi. Pierre Ferracci, est-ce que le monde du travail est contre Macron à votre avis maintenant ? Est-ce que vous êtes contre Macron ? Ma position personnelle importe peu. Je pense que sur ce terrain-là, on l'a compris, il m'a déçu et je crois qu'il faut respecter autrement les syndicats. Ce ne sont pas toujours des freins à la réforme. Il y a beaucoup de réformes qui se font dans les entreprises et parfois avec un patronat extrêmement dur et extrêmement conservateur. Et puis pour une fois que les syndicats sont unis, il faut les prendre comme tels et arrêter de ne voir que leurs défauts. Moi, je vois plutôt leur qualité en ce moment et je vois plutôt leur nécessité dans la société dans laquelle nous vivons, où les partis politiques sont complètement explosés. Donc la digue sociale que représente ces syndicats, il faudra la respecter. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nicolas, c'est qu'il faudra un peu de temps, parce que le mal est profond, et quand les dirigeants syndicaux, que ce soit Sophie Binet ou Laurent Berger ou François Omril et les autres, parlent de mépris, parlent d'ignorance des réalités du terrain, des réalités du travail, je crois qu'il faut les écouter, et ça prendra un peu de temps. Alors, la loi travail, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. On a quelques enjeux lourds, on en parle peu, on se compare souvent à l'Europe quand ça arrange, on l'oublie quand ça n'arrange pas, par exemple sur l'indemnisation du chômage lié à la conjoncture, il faut aller chercher des modèles aux États-Unis et au Canada. En Europe, il n'y en a pas qui ont fait comme nous. Mais par exemple en Europe, regardez en matière d'accidents du travail. Là, vous faites référence à la loi sur l'assurance chômage. Hein. Oui, en matière d'accidents du travail, on est dans le peloton de tête. Hein. On n'est pas très bon là-dessus. Hein. On a quelques dégâts liés à l'intensification du travail depuis quelques années. Ces questions n'ont pas été traitées. Les ordonnances de 2017, qui ont été saluées par les libéraux, dont Nicolas, et par le patronat, plus que par les syndicats, ont porté atteinte au dialogue social dans l'entreprise. Même Jean-François Pillard, ancien délégué général de l'UMM. Vous voulez qu'on revienne sur les fameux comités CHCT? Il faut les corriger. La fusion a été mal conduite. Les CHSCT, donc les questions, les enjeux où sont traités les questions de santé au travail, sont aujourd'hui dévalorisés. Donc il faudra revenir là-dessus. Quand je parle de démocratie dans l'entreprise, c'est peut-être aussi une correction des ordonnances qu'il faut pratiquer aujourd'hui. Nicolas Bouzou, de vous, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse que vient de dresser Pierre Ferracci? Je ne suis pas d'accord sur les ordonnances travail du début du premier quinquennat. Je pense au contraire que... Mais donc qu'est-ce qu'il peut proposer? Voilà, c'est ça la question. Non, mais c'est un peu la même chose. Le social a été appauvri par les ordonnances. Non, encore une fois, même la commission d'évaluation, encore une fois, elle était conduite
par l'ex numéro 2 de la CFDT, mais aussi par le délégué général de l'UMM. Bon, quand on les lit, on s'aperçoit que ça n'a pas favorisé l'essor du dialogue social. Nicolas Bouzou. Je pense que le fait de pouvoir déroger aux accords de branche et d'être capable de faire des accords dans l'entreprise, je pense que vraiment c'est quelque chose qui est formidable de force dans beaucoup équilibré. Bien sûr. Il est plus aujourd'hui avec cette détérioration du dialogue au niveau des conseils économiques et sociaux. Oui, mais je veux bien qu'on fasse un débat là-dessus, mais vous savez bien que certaines branches ça fonctionnait pas du tout, que certaines branches n'avaient aucun dialogue social, etc. Donc bon, moi je pense qu'on y a plutôt gagné. Mais donc qu'est-ce qui peut permettre de réconcilier? Alors allons-y, c'est la loi travail. Vous dites partage la valeur. À mon avis, au cœur de la crise démocratique, qui à mon avis n'est pas une crise de la représentation, mais qui est une crise de l'inefficacité. C'est-à-dire que je pense, moi, que le fond du malaise aujourd'hui vient du fait qu'il y a un plan hôpital, on met beaucoup d'argent maintenant dans l'hôpital, et l'hôpital, ça marche pas. Il y a plein... On met de l'argent partout, et puis ça ne marche pas, de 3 000 milliards. Non, mais vous résumez très bien la situation. Bah oui. On met de l'argent partout, et ça ne marche pas. Et il y a... Attendez, je termine juste, et je vous laisse en 30 secondes. Il y a un terme, et vous voyez, je suis plutôt proche de la majorité, mais il y a un terme que j'ai entendu prononcer plusieurs fois par des ministres, des parlementaires, et même par la Première ministre, c'est le terme de réforme. Accélérer les réformes. Je pense que ça n'a plus aucun sens. Je pense que les réformes, on ne sait pas ce que c'est très abstrait, et ce qui intéresse les Français, et ce qui m'intéresse moi en tant que canaliste, c'est l'hôpital, quand est-ce que ça va marcher à nouveau? L'école, quand est-ce que ça va marcher à nouveau? Les coupures d'électricité. Attendez, le parc nucléaire, sujet dont vous parlez beaucoup, la situation du parc nucléaire, c'est pas brillant. L'hiver prochain, est-ce qu'on va recommencer avec le risque de coupure d'électricité? Et le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Donc des choses très concrètes, et il s'agit peut-être plus de réparer que de réformer. Alors moi je vois 3 problèmes en dehors des services publics où je rejoins Nicolas. Il faut des services publics plus efficaces et plus puissants. Et mais en fait tout ça c'est l'État qui est un peu responsable de cette situation. Pardonnez-moi. Il faut une éducation plus forte, plus puissante. Il faut des hôpitaux mieux équipés aujourd'hui, et ça nécessite des moyens. Peut-être qu'il faut en trouver ailleurs. Après je vois 3 problèmes. Le partage de la valeur, l'accord va dans le bon sens. Je suis d'accord, il n'est pas suffisant. Il y a aujourd'hui un gros problème, et c'est pas suffisant de dire que depuis 20 ans ou 30 ans, la répartition de la valeur ajoutée n'a pas changé. Il y a un besoin d'équité aujourd'hui, sur toute la planète d'ailleurs, pas seulement en France, qui est beaucoup plus fort qu'avant. Deuxièmement, il faut qu'on trouve un meilleur équilibre entre les enjeux économiques, les enjeux écologiques et les enjeux sociaux. On est tous d'accord pour protéger la planète. On est tous d'accord pour dire que pour ça, il faut une économie puissante. Sur le plan social, il faut investir massivement dans les transitions professionnelles qui vont accompagner cette transition écologique. Et il y a du boulot à faire. Quand on regarde l'automobile, on est parfois mal parti pour faire les choses correctement. Et troisième élément, qui est pour moi aussi important que le partage de la valeur et les enjeux des services publics, il faut que dans la gouvernance des entreprises, il y a 13 pays, puisqu'on cite souvent des comparaisons européennes, qui font mieux que nous. Les salariés, les représentants des salariés ou les représentants syndicaux soient mieux associés aux décisions stratégiques dans l'entreprise. Ce n'est pas encore le cas en France. Ouais. Nicolas Bouzou, pour vous, c'est quoi la feuille de route que le président Macron devrait avoir? Pour moi, le problème central du pays aujourd'hui, donc en dehors de la question des services publics, mais c'est qu'on doit produire plus, c'est la réindustrialisation pour moi, mais c'est vraiment le sujet numéro 1. Mais ça va parler aux Français, ça, vous voyez, je veux dire, c'est loin. Ça dépend. Pour nous, ça nous parle. On peut le prendre sous un angle concret. Là encore, je vais vous donner un exemple très concret. C'est le plein emploi, en tout cas. Dans la région de France, dont s'occupe Xavier Bertrand, il va y avoir 3 gigafactories de batteries. C'est absolument formidable parce que, en fait, ça permet d'avancer sur 3 fronts en même temps. Le front économique. Oui, mais ça, il le fait déjà, Emmanuel Macron. Ça n'empêche pas d'être dans cette crise. Le front social, parce que c'est en province et c'est très bien. Et puis, c'est de l'électrique, donc le front écologique. Donc, il faut avancer comme ça. Ah non, sur la question de l'industrialisation, il y a encore plein de choses à faire. On a avancé sur la fiscalité. Oui, mais c'est un des grands objectifs. C'est là, Nicolas, ça ne va pas du tout. Qu'il faut lier la transition écologique à la réindustrialisation. On est d'accord. Et il faut. Mais ça, c'est déjà le cas. Oui, enfin, c'est le cas. Justement, attendez, c'est des signaux. En 20 ans, on ne va pas le rattraper tout de suite. Il y a un effort et on continue à le perdre. On continue à le perdre. Donc ça, c'est un enjeu essentiel. Autrement, la transition écologique, si on ne règle pas ce problème de réindustrialisation, elle sera refusée par l'opinion. Et on aura encore des phénomènes de gilets jaunes qui descendront dans la rue à cause de la taxe carbone ou de l'écotaxe pour les bonnets rouges. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc ça, c'est un enjeu. C'est pour ça que l'équilibre entre les enjeux sociaux, quand je dis les enjeux économiques, pour moi, c'est les enjeux de réindustrialisation. Les territoires abîmés et qui n'ont pas été réparés, regardez quel est le vote aux élections législatives. Tous les ouvriers, les artisans, ils sont plutôt massivement.
Nicolas, c'est peut-être pour vous une question en tant qu'économiste. Je ne sais pas si vous avez noté que le 21 avril, 28 avril, il y a 2 agences de notation qui vont renoter la France, comme ça arrive régulièrement, Fitch et Standard & Poor's. Le fait qu'il ait promulgué peut-être si vite, certains disent il y a peut-être un rapport, puisque s'il y a une dégradation de la note de la France, c'est sûr que lorsqu'on voit le niveau d'endettement, c'est absolument vertigineux avec la hausse des taux d'intérêt. Et en plus, la France doit présenter son programme de stabilité monétaire au Parlement, mais à la Commission européenne. C'est un des enjeux, à votre avis, de cette réforme des retraites ? Oui, je pense que c'est un enjeu et en plus je pense que c'est pas... C'est ce qu'a dit le président. Je pense que c'est pas honteux de le dire. Surtout, j'ai toujours l'impression que réduire les déficits publics, c'est un problème. Mais non, je pense que c'est très important. On n'a pas oublié ce que ça voulait dire, réduire les déficits publics. Mais je pense que c'est bien et il y a un discours que j'aime pas du tout, que j'entends beaucoup, qui consiste à dire, au fond, cette réforme des retraites, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose parce que c'était un déficit dans 10 c'est 13 milliards, de 12 milliards, 13 milliards, et puis en plus, c'est des projections, donc on sait pas, etc. Mais je pense que pour démoraliser les Français, noyé dans la dette française. Je pense que c'est très important. C'est très bien d'être capable de dire notre régime de retraite par répartition, dans 10 ou 15 ans, il sera à l'équilibre. Oui, mais les il sera à l'équilibre de façon pérenne. On n'est pas à 10 milliards près après. Ça, c'est parce qu'on a fait de la mauvaise pédagogie là-dessus. Oui. Je termine juste en 30 secondes. On avait une dette importante avant le Covid, c'était un problème. On a une dette très importante après le Covid, c'est un plus gros problème. Et les hausses de taux d'intérêt, il ne faut pas oublier ça. On ne va pas refaire le débat sur les retraites, mais il y avait d'autres façons de rééquilibrer le régime des retraites qui n'ont pas été choisies. Et si on avait d'ailleurs attaqué les problèmes du travail, et notamment le problème de seniors avant, en relevant plus massivement le taux d'emploi des seniors, on n'aura pas ces problèmes de déséquilibre. Ah oui, mais ça, on l'a pas fait. Et maintenant, certains ont essayé, parce que maintenant, on va essayer un petit peu en catastrophe à le faire. Après, moi, je pense qu'il faut réduire notre déficit public, mais croire que les marchés financiers ont les yeux rivés sur la réforme des retraites, qui va apporter beaucoup moins que prévu au rééquilibrage, parce qu'il y a eu quelques concessions qui ont été faites. La charge de la dette, elle était prévue de 20 milliards avec la hausse des taux. Elle va peut-être passer à 80 milliards. Et peut-être qu'elle va passer d'ici. Donc là, il y a des enjeux qui dépassent largement le problème du rééquilibrage du régime de retraite. Et il y a sûrement une réflexion sur la façon de corriger le déficit français à mettre en mouvement et à faire en sorte que pédagogiquement les Français comprennent. Parce que là, ils sont passés complètement à côté du débat, ou plus exactement, ils ont compris que l'enjeu n'était pas véritablement là. Vous savez, le Conseil constitutionnel, je terminerai par là, a considéré que le débat était clair et sincère. Sur les 1 200 €, je ne suis pas sûr que les Français n'aient pas eu l'impression qu'on les baladait quand on a commencé par dire il y a 1 800 000 personnes qui sont concernées, pour terminer entre 10 000 et 20 000. C'était la pire erreur, ça. C'était la pire erreur. Médiatiquement, en tous les cas, c'était la pire erreur avec la question des femmes. Nicolas Bouzou, la question des femmes. Oui, la question des femmes. Oui, excusez-moi, quand même, les femmes, ça compte. Nicolas Bouzou, pour vous, donc on fait plus de réformes, on avance, mais sans faire des réformes, c'est compliqué votre truc. Non, c'est pas très compliqué. C'est vraiment être extrêmement concret, c'est-à-dire en effet. Il faut des femmes pour être concret. Non, oui, mais regardez, je suis peut-être capable d'être concret aussi. Donc les discours technocratiques, faut réformer, faut moderniser, faut adapter, etc. Je crois que plus personne, on n'en peut plus. Mais surtout, ça veut rien dire. Moi, ce que je reproche au discours politique, en général, d'ailleurs, en dehors des extrêmes. C'est ça le drame pour moi à titre personnel, c'est que je trouve que les seuls qui disent des choses concrètes et intéressantes, que je ne partage absolument pas, qui à mon avis sont très dangereuses, c'est les extrêmes. Quand j'entends Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ils disent un truc. Mais évidemment, je considère comme étant ce qu'il y a de pire pour le pays, auquel je souhaite pas ça. Donc je pense qu'il faut que les partis de gouvernement, donc la majorité, le Parti socialiste un peu intelligent, Cazeneuve et autres, etc., et la droite, ce qu'il en reste, aient un discours qui soit un discours concret, vous voyez, c'est-à-dire l'école, qu'est-ce qu'on fait ? Le ministre de l'Éducation nationale est quelqu'un de très bien par ailleurs, mais qui nous parle de mixité sociale dans tous ses discours, alors que ce dont on a besoin, c'est que les petits, on leur apprenne à lire, à écrire, à compter. Oui, ça c'est un peu mieux rémunéré. Bien sûr, entièrement d'accord. Il y a un petit effort qui est fait là-dessus. Inquiet, pas inquiet, oui ou non ? Un petit peu inquiet parce que Emmanuel Macron va avoir du mal à reprendre la main et il faut qu'il réfléchisse à la façon de renouer avec les syndicats. La démocratie sociale est aussi importante dans ce pays que la démocratie politique. Il faut la soigner. Aujourd'hui, elle est plus vivante en entreprise que dans les rapports avec l'État et c'est un peu dommage. Merci beaucoup, on a pu continuer, mais il y a un rendez-vous justement. Merci beaucoup à Pierre Ferracci d'avoir été avec nous. Merci. À Nicolas Bouzou. On a compris des réformes sans faire des réformes, en tout cas sans le dire. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. On se retrouve bien sûr demain 19h30, 20h. Tout de suite, soit l'intervention du chef de l'État, soit encore plus intéressant, restez sur BFM Business. C'est Tech & Co avec Raphaël Grabelli ce soir.
Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.